Bonjour tout le monde, enfin bonsoir plutôt. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, Mylène Rousseau-Cornabès, directrice de l'URPS médecin. Je vais laisser la parole à Françoise Guégan, présidente de l'URPS pharmacien, qui porte l'expérimentation OSIS. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour vous présenter le projet qu'on porte au niveau de l'URPS pharmacien depuis maintenant un peu plus d'un an et demi en lien avec l'URPS ML qui est l'expérimentation OSIS. Alors OSIS, l'acronyme, c'est Orientation dans le système de soins. Alors OSIS en quelques mots. Alors avant de commencer, Mathieu nous a fait effectivement un petit rappel des bonnes pratiques en webinaire. Pensez à vous identifier et puis couper votre micro, sauf si vous souhaitez prendre la parole. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans l'onglet discussion. Alors, OSIS en quelques mots. Alors, qu'est-ce que c'est que le dispositif OSIS? En fait, c'est une expérimentation article 51 qui commence au 1er janvier 2024 officiellement pour se terminer à la fin de l'année 2025, qui est porté par l'URPS pharmacien, qui concerne les pharmaciens et qui bénéficie du soutien de l'URPS ML. C'est un projet qui a déjà été testé en Bretagne. En Bretagne, il a été testé depuis 2021 avec une première phase où on avait 50 pharmacies expérimentatrices et là, ils l'ont augmenté en rajoutant à peu près 24 pharmacies supplémentaires, ce qui porte sur la Bretagne à 70, un peu plus de 70 pharmacies expérimentatrices. Donc, c'est basé sur le concept du Netcare suisse, qui était une expérimentation de triage assuré par les pharmaciens d'officine qui existe depuis longtemps, puisque ça existe depuis 2012, avec des arbres décisionnels donc, qui sont validés conjointement médecins-pharmaciens pour remédier à la pénurie de médecins et diminuer le passage aux urgences, alors surtout pour le petit risque, en contribuant aux soins de premier secours, en partant du principe que dans nos officines, on a plus de 4 millions de Français qui poussent la porte spontanément au quotidien dans nos officines. Et on est finalement un des premiers acteurs de santé que le patient va voir quand il s'agit de petits risques. Et l'idée, c'était effectivement de renforcer notre de pharmaciens d'officine dans le parcours de soins et puis d'assurer une prise en charge qui soit également optimisée pour un certain nombre de petits mots du quotidien. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'organisation générale du projet, le porteur du projet, c'est PHSQ. Alors, PHSQ, c'est un organisme de formation, enfin, c'est un organisme qui, pour nous, nous permet d'être certifié. Donc, c'est un organisme qui fait de la qualité. Donc, comme je vous le disais, la première phase a été déployée en Bretagne depuis février 2021 et avec une extension à 3 régions suite à un appel à projet qu'on a porté, nous, et qu'on a déposé en juillet de l'année dernière, juillet 2023, où notre candidature a été retenue. En termes d'extension de l'expérimentation, il y a 3 nouvelles régions qui entrent dans le dispositif au 1er janvier 2024, qui vont être donc notre région au Centre-Val de Loire, la Corse et l'Occitanie. Donc, le portage se fait par l'URPS pharmacien, soutien de l'URPS médecins libéraux, et le dépôt de dossier a été porté par l'ARS, par notre ARS. Donc, quels sont les objectifs de cette expérimentation? C'est d'apporter une réponse à un besoin de la population lorsque le médecin est difficilement joignable. Alors, il faut savoir que les patients, quand ils arrivent chez nous, ils arrivent sans rendez-vous, et il y a plusieurs raisons qui les poussent à pousser la porte de l'officine.
qui peuvent être, soit ils considèrent que finalement leur demande ne nécessite pas une consultation médicale, soit ils ont un manque de temps, soit ils n'ont pas de médecin traitant, soit le médecin n'est pas disponible. Donc il y a effectivement beaucoup de raisons qui les poussent à venir chez nous. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les reçoit au quotidien. Mais par contre, on n'a pas forcément toujours. L'idée, c'est de les prendre en charge, mais l'objectif d'OSIS, c'est vraiment d'avoir une pratique qui soit encadrée, sécurisée et homogène d'une pharmacie à une autre sur la prise en charge de ces petits maux du quotidien, avec un arbre décisionnel qui va permettre de trier les cas et d'être en capacité de dire, eh bien, on prend en charge comme on a l'habitude de le faire, ou bien, effectivement, les questions me laissent à penser qu'il faut que j'oriente vers le médecin ou vers les urgences, et à ce moment-là, on sait précisément pourquoi on le fait. Alors, sur le Netcare suisse, ils avaient un nombre large de pathologies, enfin de petits maux qui étaient pris en charge. En Bretagne, sur la première expérimentation, on était sur 13 situations de triage. Donc, nous, sur cette deuxième phase, avec l'extension des 3 régions expérimentatrices, les arbres décisionnels ont été ramenés à 6 situations de triage, donc soit une prise en charge à l'officine, soit une orientation adaptée vers le médecin ou une orientation directe vers les urgences si la situation le nécessite. Donc les objectifs, c'est ce que je vous disais, c'était faciliter l'accès aux soins et la prise en charge des patients. C'est aussi renforcer la collaboration entre les professionnels de santé d'un même territoire, limiter l'automédication et limiter le recours aux urgences, de façon à ce que le patient soit orienté le mieux possible dans son parcours de soins et avoir un recours aux soins le plus pertinent. Donc, on est dans un esprit de pertinence des soins, de qualité des soins et de maîtrise du risque. Donc, ça, je vais repasser rapidement parce que je vous en ai déjà parlé. On repart donc du Netcare suisse qui était donc un arbre décisionnel. Donc, les protocoles, pour qu'ils puissent être réalisés à l'officine, il faut que les pharmaciens soient formés, et c'est réservé aux pharmaciens. C'est-à-dire que un préparateur peut assurer l'accueil, mais c'est pas lui qui effectuera le triage et qui validera l'orientation. On a une limite puisque, je vous l'ai déjà dit, ça se cantonne à 6 prises en charge différentes avec un certain nombre de critères à respecter. Donc, il faut que le pharmacien soit effectivement formé et un local de confidentialité qui va lui permettre de recevoir le patient dans de bonnes conditions. Et à partir de là, il va effectuer son triage et orientera selon les résultats du triage. Au niveau de... Alors, si tu peux peut-être passer là... Voilà. Alors, une des questions qui peut se poser et qui revient assez souvent, c'est la question de la responsabilité. Donc, au niveau de l'article 51, cet article 51, c'est porté... Ce sont des projets qui sont différents, qui sont pas encore dans l'exercice conventionnel, qui sont innovants et qui sont donc des modèles, enfin des projets dérogatoires à l'exercice conventionnel. Donc là, en fait, nous, sur ce projet OSIS, il n'y a pas de délégation de compétences, puisqu'en fait, les situations de triage et les demandes patients que l'on prend en charge, finalement, ce sont des demandes que l'on a au quotidien. Les seules dérogations que l'on a sur ce projet OSIS, c'est qu'on est autorisé à retirer la TIC, puisque jusqu'à présent, le retrait de la TIC était considéré comme un acte médical.
Alors, je ne sais pas comment vous procédez dans votre quotidien, mais c'est vrai que nous, moi, je suis en milieu plutôt rural avec un environnement plutôt boisé. Des demandes de retraite de tiques ou des demandes de prise en charge pour morsure de tique, j'en ai quand même assez régulièrement et c'est des choses effectivement qu'on fait, je dirais globalement, alors on le fait plus ou moins, mais nous, ça nous arrive de le faire. Donc ça, effectivement, c'est dérogatoire. Je l'ai appris en découvrant l'article 51. Et l'autre dérogation qu'il y a, c'est l'indemnisation pour notre acte de triage. Pour tout ce qui est des autres prises en charge, c'est dans nos domaines de responsabilité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de délégation de responsabilité et que nos actes dérogatoires sont couverts par nos assurances professionnelles pharmaceutiques. Donc, clairement, la clé du succès, c'est vraiment l'interprofessionnalité. Puisque l'idée, c'est pas de trier et de se retrouver avec une situation de triage dont si on doit orienter, on ne sait pas comment l'orienter. Donc, c'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment de le travailler en interpro et de faire du lien avec les médecins et les autres professionnels de santé s'il y a besoin d'aller plus loin. Bien que tu passes la diapo suivante, Mylène. Donc, les facteurs de réussite, c'est ce que je vous expliquais. L'idée, c'est de savoir comment, au niveau du territoire, on est organisé de façon à ce que le pharmacien expérimentateur puisse orienter correctement en fonction de la situation de triage et du résultat de la situation de triage. Donc, l'idée, effectivement, c'est que les médecins du territoire soient au courant, les pharmaciens soient bien évidemment formés, qu'on communique auprès de nos patients et puis que la transmission de l'information soit sécurisée et soit tracée et que les pharmaciens expérimentateurs aient effectivement une bonne connaissance des dispositifs locaux d'orientation médicale, ce qui au niveau des CPTS peut varier selon votre état d'avancement au niveau de la prise en charge des soins non programmés. Alors, vous avez la carte des officines qui sont concernées au niveau du territoire de la région. Alors, comment est-ce qu'on a procédé, nous, pour ces officines? On a fait un appel à manifestation d'intérêt au mois de juillet quand on a su que notre dossier était retenu. Et pour lequel on a eu à peu près un peu plus de 80 retours. Donc, sur ces 80 retours, on a réfléchi en bureau URPS à ce qui était le plus pertinent en termes de choix d'officine. Donc, le postulat de départ, c'était de se dire c'était intéressant qu'on ait un socle à peu près équivalent d'officines dans chaque département. Et puis ensuite, pour les officines, donc ce qui faisait à peu près 4 ou 5 officines par département. Et puis ensuite, on a élargi sur des officines en se disant que ça pouvait être intéressant d'avoir peut-être un peu plus d'officines sur des territoires qui étaient plus ruraux et qui pouvaient être amenés à avoir des demandes peut-être un peu plus fréquentes. On a essayé également de respecter la répartition de zones plus rurales et de zones urbaines. On a aussi privilégié un temps pharmacien suffisant pour pouvoir prendre en charge correctement les demandes patients. Ce qui ressortait de la première phase d'expérimentation en Bretagne, c'est que certaines officines qui ne disposaient pas d'un temps pharmacien suffisant pouvaient se retrouver plus en difficulté pour effectuer les situations de triage. Donc, comme vous pouvez le voir, on a essayé d'être le plus représentatif possible. Donc, les pharmacies sont réparties sur 22 CPTS. Situation de triage. Donc, je vous ai parlé de 6 situations de triage. Donc, les voici en détail. Donc, ça concerne les plaies simples, brûlures de premier degré. Alors là, ils ont marqué piqûre de tique, mais c'est plutôt morsure de tique.
conjonctivite, cystite, douleur pharyngée. Alors, comment s'effectue par rapport à ces 6 situations de triage le triage par le pharmacien d'officine quand le patient arrive pour cette demande? Donc, le pharmacien accueille le patient, lui pose la question de savoir dans quel cadre il veut être pris par rapport aux 6 situations de triage, donc l'accompagne dans l'espace de confidentialité, réalise son triage via une application. Et selon les résultats, eh bien, il va rendre le compte rendu de son triage au patient ou le transmettre au médecin selon la décision du patient. La particularité du dispositif, c'est qu'il est prévu un rappel, alors selon les situations, mais généralement il y a un rappel téléphonique qui est effectué par le pharmacien, qui est effectué à 3 jours après la prise en charge. Et c'est ce cycle complet de la prise en charge jusqu'au rappel qui va déclencher l'indemnisation. Alors, ça me paraissait intéressant de vous partager quelques chiffres. Alors, j'ai pas de chiffres plus récents. Ce sont des chiffres qui sont issus de la première expérimentation bretonne sur les prises en charge. Donc, ce qui ressortait en Bretagne sur la première phase de l'expérimentation, c'est que les demandes au comptoir les plus fréquentes, c'était dans un premier temps les plaies simples, douleurs mictionnelles, donc la cystite et les morsures piqûres de tiques étaient à peu près à égalité en 2e et 3e position, mais 2 fois moins importantes. Et ensuite, on était plutôt sur conjonctivite, douleurs pharyngées, et puis en dernier point, brûlure de 1er degré. Alors, tous ces chiffres-là, comme PHSQ est un organisme qualité, toutes les saisies qui sont faites via l'application vont remonter à PHSQ, et c'est et donc à partir de là, ils en font des extractions, et c'est comme ça qu'en Bretagne, vous avez ces chiffres-là. C'est les situations de triage qui remontent à l'organisme qualité et qui nous permettent d'avoir ces premiers résultats. Donc, plus globalement, si on regarde sur le parcours patient, ce qui ressortait donc de ces premiers chiffres bretons, c'est que dans 55% des cas, le patient aurait fait une automédication seul. Alors, dans certains cas, 17%, il serait plutôt allé de suite chez un médecin. Dans 5% des cas, il serait plutôt allé aux urgences, et dans 23% des cas, il attendait une disponibilité de médecin. Donc là, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait 69% des parcours envisagés vers les urgences qui permettaient d'être évités. Il y avait des parcours envisagés en automédication à hauteur de 24% qui finalement étaient orientés par le pharmacien vers le médecin ou les urgences. Donc, c'est là où on s'aperçoit que finalement, les patients qui poussaient la porte de nos officines et qui pensaient avoir une demande de conseil qui finalement était assez simple et qui était du conseil simple, nécessitait une réorientation médicale. Et on avait à peu près 60% des demandes initiales des médecins qui étaient prises en charge à la pharmacie. Donc on va revenir un peu sur les pharmacies. Donc je vous ai expliqué globalement comment on avait fait notre choix des pharmacies expérimentatrices. Donc l'objectif, c'est ce que je vous ai dit, c'est que on fasse effectivement et qu'on expérimente ce triage de manière sécurisée. Mais si on est amené à devoir orienter vers le médecin, eh bien l'idée, c'est effectivement qu'on noue une relation particulière et privilégiée, que les médecins proches de la pharmacie soient au courant de l'expérimentation et puissent recevoir le patient. Alors, si c'est pas le médecin directement, que ce soit géré
avec les soins non programmés, mais que l'articulation de mon patient qui nécessite une orientation médicale soit travaillée vraiment en interprofessionnalité de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture et que le patient ne se retrouve pas en difficulté par rapport à une prise en charge. Et dans l'ultime recours, effectivement, c'est bien précisé dans le cahier des charges, s'il n'y a pas de médecin disponible ou si le système de soins et pas le système le SAS ou les soins non programmés n'ont pas de disponibilité, ou qu'il n'y a pas de possibilité de téléconsultation en local, l'ultime recours, c'est effectivement d'avoir recours à un service de téléconsultation qu'on peut avoir dans nos officines. Tous les pharmaciens n'ont pas de service de téléconsultation. Par contre, dans le cahier des charges, il était bien précisé que les pharmaciens devaient pouvoir disposer d'un service de téléconsultation, mais en précisant bien que ce service de téléconsultation n'était pas à utiliser en premier recours et qu'on privilégiait bien évidemment le travail local et le travail en interpro. Alors, l'objectif cible par pharmacie, ça va être d'identifier dans son périmètre 2 médecins qui seraient concernés, mais qui dit 2 médecins peut dire que si vous êtes dans un secteur où potentiellement il n'y a pas suffisamment de médecins, eh ben ce sera moins de médecins, et que si vous avez plus de médecins qui sont OK pour intégrer et accueillir vos patients que vous avez pris en charge, eh bien, il n'y a pas de limite. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'avoir l'information éclairée des deux principaux prescripteurs médecins généralistes dans la démarche. Quelques chiffres par rapport à ce qui est attendu sur les situations de triage. Donc, le budget article 51 sur les 3 régions, c'est 8000 triages sur 2 ans. Donc, pour notre région, ça veut dire que c'est à peu près 1500 triages par an. Par an. Pour 40 pharmacies, ça représente en moyenne 2 à 3 triages par mois et par officine, toutes situations confondues. Donc, c'est-à-dire les 6 situations qu'on a vues. Et l'avantage de l'outil informatique qui a été mis à disposition des pharmaciens expérimentateurs, c'est effectivement de voir à quelle vitesse on atteint l'objectif des 1500 situations de triage par an, sachant que si finalement on les atteint plus rapidement que ce qui avait été prévu, on reverra effectivement avec l'ARS quelle suite on donne à l'expérimentation, savoir si on a un financement complémentaire ou si on arrête l'expérimentation plus tôt. Alors, comment est saisie l'information? Alors là, je vais passer assez vite. Donc, l'idée du pharmacien qui va accueillir le patient et le patient qui répond aux 6 situations de triage, c'est de lui présenter le service et puis selon la réponse du patient, de le prendre en charge. Alors, comme on l'a dit, dans un espace de confidentialité. Donc, il analyse, il trie, il oriente. Donc, ça veut dire que si c'est du ressort de la pharmacie, eh ben, on fait notre conseil pharmaceutique classique, traitement, conseil. Si par contre c'est médecin, eh ben, donc c'est de préférence la consultation ou une téléconsultation. Et si l'arbre de triage nous dit urgence, eh bien c'est urgence, avec effectivement le rappel, comme je vous le précisais, le rappel du patient par le pharmacien de J1 à J3 selon les arbres décisionnels, et pour la TIC, on va même jusqu'à J30. Ensuite, si tu veux, voilà, je pense que je vous ai fait, je vais essayer d'être le plus concise possible. Alors, je pense vous devez avoir sans doute pas mal de questions.
On a préparé un certain nombre de questions-réponses qui sont ce qui nous paraissait avec le RPSML les points à aborder. On va vous y répondre avec Bertrand on va essayer le plus clairement possible. Et si vous avez d'autres questions et qu'on n'avait pas tout balayé, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ah, pardon, il y a Laurence qui a mis sa petite main. Donc, vas-y, Laurence, je parlerai après. Oui, bah, ça donne l'impression que, enfin, deux, trois situations par mois, c'est vraiment très, très peu, non? Oui. Enfin, dans nos régions, on a l'impression que deux, trois, ça serait atteint, ça serait plutôt par semaine ou voire par jour. Alors par jour peut-être pas, mais par semaine, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, oui, c'est très expérimental, donc c'est pour ça que. Alors sur la Bretagne, la première phase, il l'avait lancée en pleine période Covid. Donc autant dire que faire des situations de triage en pleine période Covid, c'était clairement pas la priorité. Donc finalement, les 1500 situations de triage, ils les ont atteints assez lentement parce que le démarrage a été retardé par la pandémie. Mais là, ils sont passés en vitesse, ils ont élargi le nombre d'officines expérimentatrices. Et là, depuis un peu plus de 6 mois, ils sont passés de 1500 à 3000. Donc, en gros, là, ils sont dans une phase où finalement le dispositif commence à être mieux connu. Parce qu'au départ aussi, il fallait faire connaître le dispositif et les premiers écueils dont ils nous ont fait part sur la première expérimentation, c'était effectivement la communication sur le dispositif et une articulation avec les professionnels de santé du territoire. Les pharmaciens se trouvaient un peu démunis quand ils devaient réorienter vers le médecin parce que ils avaient moins axé peut-être la communication sur l'importance du renforcement et du lien pharmacien-médecin. Donc c'est pour ça que les 1500 situations de triage, je pense qu'on devrait les atteindre assez rapidement. D'où le questionnement de savoir ce qu'on fera si on les atteint plus vite que les 2 ans qui sont donnés pour cette expérimentation. J'avais juste une deuxième question. C'est par rapport du coup aux soins qui sont prodigués et des médicaments qui sont prescrits. Oui. Du coup, c'est ça que j'ai pas bien compris. Ça donne lieu à un remboursement pour les patients. Oui. Oui, oui, ok. Alors ça donne pas un remboursement sur tous les médicaments que tu délivres. Bah, comme ça, c'est pareil que pour les médecins en fait. Non? C'est-à-dire que si le patient est pris en charge classiquement sur notre conseil pharmaceutique, il y aura pas de prise en charge par l'assurance maladie. On fera notre conseil comme d'habitude. Si tu as une orientation vers le médecin, le médecin va faire sa prescription s'il y a besoin d'une prescription et donc le patient reviendra vers nous avec la prescription et à ce moment-là, on délivrera les médicaments. Mhm. Et après, les deux cas spécifiques qu'on avait prévus dans les questions-réponses, c'est pour cystite et 3 d'angine. Oui, du coup, là, l'antibiotique est remboursé. Alors, l'antibiotique est remboursé à partir du moment où le pharmacien a fait la formation complète. Donc là, à ce jour, les pharmaciens n'ont pas encore la possibilité d'aller jusqu'à une prise en charge remboursée par la Sécu et une délivrance d'antibiotiques sans passer par la case médecin. Ah, moi j'avais compris qu'ils étaient complètement autonomes du coup, les Pas pharmaciens. encore complètement. Ah oui, d'accord. On a une obligation de formation. Alors c'est vrai que ça, même pour nous, ça a été, la subtilité a été compliquée à comprendre, mais pour qu'on puisse aller jusqu'à la délivrance d'antibiotiques, il faut 10 heures, plus de 10 heures de formation. Donc il y a une partie de la formation qui a été faite
Sur les formations qu'ont faites Bertrand et Vanessa quand ils ont formé les pharmacies expérimentatrices, puisque on a commencé, nous, bien en amont, on a commencé dès novembre les formations pour être prêt à démarrer assez rapidement sur janvier 2024. Donc, Vanessa et Bertrand ont fait la formation cystite. Donc là, on peut aller jusqu'à la délivrance de la prescription de Monuril. Par contre, pour ce qui est des TROD angines, ça nous oblige à avoir une formation de 10h30. Et nous, les formations que l'on a jusqu'à présent, quand on a fait la formation TROD angines, on était sur une base de 7 heures. Donc, il manque 3h30. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on recale 3 heures avec les formateurs pour que les pharmaciens puissent aller valider et aller jusqu'au bout du protocole national qui est calqué en fait sur les protocoles nationaux des CPTS. Donc là, concrètement, quelle est la différence par rapport au protocole cystite qui existe déjà, mis à part que ça peut être fait pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant? Eh bien, il y a pas vraiment de différence. D'accord. Et c'est aussi pour ça que dans les territoires où on a retenu des officines, on a aussi eu un point de vigilance à se dire que dans les territoires où les CPTS avaient mis en place les protocoles nationaux, cystite et TROD angine, on n'a pas forcément retenu d'officine dans ces territoires-là, parce qu'en termes de lisibilité pour les patients et les pros de santé, ça nous paraissait être source de confusion. Donc, on a plutôt privilégié des officines où les protocoles nationaux n'étaient pas mis en place. Bon, ça marche pas pour chez nous, mais puisqu'on a, on a le protocole, mais bon, je pense que c'est encore des confidentiels, donc c'est pas gênant en fait, hein, c'est pas du tout gênant. Oui, voilà. Et puis, de toute façon, je vous ai montré les premiers, les premiers chiffres. Finalement, les demandes, c'était, comme vous l'avez vu, alors on était surpris aussi, mais finalement, les demandes, c'était pas des demandes de prise en charge sur les 6 situations de triage. Majoritairement, c'était pas les TROD angines, enfin, c'était pas angine et c'était pas cystite qui faisait partie des premières demandes. Et comme de toute façon, dans le protocole, tu fais ta bandelette ou ton TROD, et que selon les résultats, tu délivres un antibiotique si nécessaire, finalement, on y arrive dans très peu de situations. Faustine? Oui, merci. Donc du coup, Faustine, je coordonne 2 CPTS dans l'Indre. Du coup, moi, sur mes CPTS, j'ai les protocoles justement de coopération cystite et angine. Et du coup, les pharmacies qui ont été choisies ont adhéré au protocole, donc faisaient les protocoles de coopération en CPTS et sont désormais dans OSIS. Et du coup, moi, j'ai plusieurs questions, mais la première, c'est euh, on en a discuté avec un pharmacien qui m'a dit que lui, du coup, ferait prévaloir les protocoles OSIS sur les protocoles de CPTS. Mais voilà, du coup, ils sont payés 12,50, je crois, pour la réalisation Oui, des protocoles. oui, Et nous, en fait, c'est indemnisé 25 euros. oui, Voilà, donc c'est vrai que du coup, ils y perdent un petit peu. oui. Voilà. Ah, oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'était aussi une solution pour nous, finalement, d'avoir des pharmaciens expérimentateurs qui étaient dont les CPTS n'avaient pas forcément mis en place les protocoles, donc qui n'étaient pas forcément éligibles à ces protocoles nationaux. Et puis, en termes de prise en charge et d'indemnisation, tu as une indemnisation qui est un petit peu plus rapide. Puisque, alors je ne sais pas comment vous fonctionnez pour l'indemnisation dans les protocoles nationaux. Mais là, finalement, l'indemnisation, elle se fait par rapport à la situation de triage.
puisque c'est saisi informatiquement et donc les remontées se font directement à PHSQ sans avoir à faire remonter via la CPTS. Alors c'est pas forcément beaucoup plus souple, hein, mais ça permet de faire remonter un peu en automatique. Et effectivement, l'idée c'était si on rentrait dans le protocole OSIS, c'était plutôt de privilégier le protocole OSIS, puisque comme on est sur une expérimentation, si tu fais les 4 situations de triage qui ne sont pas les protocoles nationaux via OSIS et puis les 2 situations de triage via la CPTS, d'un point de vue statistique, ça faussait un peu les résultats. Bon, je pense que de toute façon, ce sera à la marge parce que sur les 6 situations de triage, c'est pas à chaque fois 6 situations qui sont soit du 3 d'angine, soit de la cystite. Mais on a demandé, alors on peut pas l'imposer, mais c'est vrai qu'on avait demandé aux confrères qui étaient expérimentateurs de plutôt privilégier le triage OSIS. Et on vous l'a bien précisé, il n'y a pas de possibilité de doublon. On ne peut pas demander une indemnisation OSIS plus une indemnisation CPTS. On fait un choix, ou l'un ou l'autre. Ouais, c'était surtout sur ça où j'avais effectivement une crainte. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y aura d'autres fenêtres où des pharmacies pourront postuler pour faire les protocoles OSIS, ou là c'est clôturé pour... Alors, le cahier des charges nous imposait de donner une liste de 40 pharmacies expérimentatrices. Donc, le cahier des charges a été déposé en septembre ou en octobre. Donc là, c'est figé. C'est-à-dire que là, si je prends le cas là aujourd'hui, sur les 40 pharmacies qui ont été retenues dans le cahier des charges, on a une dernière formation qui est prévue mardi prochain, et ce qui nous permettra de porter. Alors, dans le cahier des charges, les formations, il fallait qu'elles se fassent en présentiel. C'était un prérequis qu'il y ait au moins un pharmacien de l'officine retenue qui soit formé en présentiel. Donc, mardi prochain, on sera arrivé, si les derniers pas encore formés viennent, on sera arrivé à 36 pharmacies qui ont été formées et qui donc seront habilitées à réaliser les triages sur les 40 qui ont été retenus dans le cahier des charges. Si on doit réélargir soit en nombre de pharmacies, soit parce qu'on s'aperçoit que certaines officines finalement ne trient pas ou trient peu ou se désengagent, il est prévu un copil national au mois de juin et on ne pourra rajouter de nouvelles officines qu'à partir du mois de juin. Ok, super. Et du coup, dernière question, et là, je ne sais pas si Laurence est encore là, mais c'est une question que je pose aussi à Laurence. Est-ce que s'il n'y a pas assez de créneaux d'effection dans le cadre du SAS, il pourrait y avoir des concertations, des discussions pour voilà, diriger les patients qu'appelle le SAS vers ces officines? Donc, je ne sais pas, hein, Laurence, ce que tu en penses. Bah, moi, je pense que c'est une discussion qu'il faut vraiment avoir entre pharmaciens pour le coup. Je pense que ça concerne le collège le collège pharmacien de chaque CPTS, parce qu'effectivement, ce protocole crée des différences entre pharmacies, et du coup, il faut voir si ça pose pas de problème. Que soit protocolisé un adressage, un adressage officialisé dans le cadre du service d'accès aux soins. Donc, je pense que, enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a un certain nombre de pharmaciens là dans la visio. Je sais pas ce qu'en pensent nos collègues pharmaciens par rapport à ce point de confraternité entre les pharmaciens pour éviter que des grincements de dents et des maux d'estomac. Alors, moi, donc, je suis CPTS Giennois-Berry, Madame Vincent Mongon, donc je suis pharmacienne. Moi, ce qui me pose plus problème, c'est effectivement ce triage par rapport au SAS, qui dirige vers certaines pharmacies et pas d'autres, sachant qu'à l'heure actuelle, quand j'entends notamment les pathologies concernées, notamment les plaies, les brûlures, alors surtout ces trois-là, plaies, plaies simples, brûlures et morsures de tiques, quelque part dans notre activité au quotidien, c'est déjà ce qu'on fait un petit peu. Donc, finalement, ça veut dire que le SAS dirigerait vers certaines pharmacies qui
je suppose, ont une formation sur ces détails-là, et pas sur d'autres pharmacies qui n'ont pas eu la formation, mais qui à l'heure actuelle le font déjà. Vous voyez, donc ça me gêne un petit peu effectivement au niveau confraternité. Après, comment du coup, quelle est la différence entre une pharmacie, on va dire, formée aux IS et une pharmacie non formée aux IS pour répondre à ce genre de questions? Dans l'état actuel des choses, toutes les pharmacies sont capables de répondre à ces questions-là. Alors moi, je pense que vraiment, ça confirme ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il faut avoir des consignes très claires. Alors, si c'est régionalisé, c'est mieux, parce que c'est vrai que ça serait un peu bizarre que ça soit pas harmonisé, mais on peut imaginer que qu'il puisse y avoir des différences entre les territoires en fonction de comment les pharmaciens s'entendent entre eux, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des consignes très claires qui soient données aux médecins. Parce que moi, je sais que dans mon territoire, il y a des pharmacies qui adressent à d'autres pharmacies quand ils font pas certaines choses. Déjà d'une. Et puis deuxièmement, à l'heure actuelle, nous, on avait quand même une très forte participation à la formation pour le protocole cystite. Et moi, en tant que médecin, il y a des pharmaciens qui se sont formés et qui récusent les patients dans le protocole cystite en disant, bah non, c'est trop compliqué, oh, puis j'ai pas de bandelettes urinaires, elles sont périmées. J'ai eu ça en tant que médecin, d'entendre de la part d'un pharmacien, mes bandelettes urinaires sont périmées. C'est vrai que ça a été quelque chose. Mais effectivement, il faut pas oublier la réalité des choses, c'est que ces protocoles, c'est quand même en réalité relativement lourd pour les pharmaciens. Ça prend quand même du temps. Quand la pharmacie prend vraiment bien le pli, c'est super. On reçoit le compte rendu par MS Santé. Et moi, j'ai l'impression que soit les pharmacies s'en emparent et c'est très bien, soit elles en font trop peu. Et dans ces cas-là, elles ne rentrent pas dans le move, quoi. Alors, si je peux compléter, ce qui ressortait effectivement en Bretagne, c'est que sur la première phase de l'expérimentation, ils avaient fait un choix de prendre. Alors, la spécificité de la Bretagne, c'est qu'ils avaient aussi des variations importantes de population, surtout sur sur les zones côtières, entre la saison hivernale et puis la pleine saison estivale. Mais dans les premières situations de triage, finalement, ce qui ressortait, c'était que les pharmacies qui n'avaient pas un temps pharmacien suffisant ne s'étaient pas emparées du dispositif et n'arrivaient pas à trier. Donc, c'est pour ça que dans l'appel à manifestation d'intérêt, on a aussi eu, je dirais, un point un peu de vigilance sur. Alors, on n'a pas exclu des pharmacies qui n'avaient pas d'adjoint, par exemple, on en a quelques-unes, mais ce qui ressortait quand même, c'est qu'il fallait un temps pharmacien suffisant pour effectivement prendre en charge le patient dans la mesure où effectivement la situation de triage, le temps d'expliquer le dispositif, d'emmener le patient dans l'espace de confidentialité, de réaliser le triage avec la saisie sur le questionnaire, même si c'est informatisé, globalement, il faut compter, c'était de l'ordre de 10 à 12 minutes. D'accord. Et donc, ça veut dire aussi que le pharmacien qui est expérimentateur, il peut aussi avoir le choix, si on est en pleine période, je dirais, épidémique, ou qu'il est en équipe réduite, ou que c'est, je ne sais pas, il n'a pas non plus une obligation de proposer une situation, enfin, de proposer aux IS à chaque fois qu'un patient pousse la porte. D'autant plus sur cette situation, enfin sur cette expérimentation où pour l'instant on a un financement pour en gros 3 situations de triage par mois. Donc, je pense que la discussion, ce sera les résultats de l'expérimentation qui nous permettront de voir la faisabilité aussi du dispositif et la plus-value de la prise en charge du dispositif. Mais effectivement, c'est très chronophage et quand on est c'est très chronophage. Ça peut être chronophage et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une équipe qui soit suffisamment étoffée. Et effectivement, que le SAS renvoie vers les pharmaciens expérimentateurs là aussi, si on est à 3 situations de triage par mois, je ne suis pas sûre qu'ils soient en capacité de les prendre en charge complètement.
Après, il y a des pharmacies, il y a aussi la possibilité pour les pharmacies qui sont équipées en solution de téléconsultation de réorienter le patient et d'accompagner le patient dans une prise en charge de téléconsultation, ce qui derrière lui permet finalement d'avoir cette prise en charge et qui là potentiellement est ouverte à l'ensemble des confrères qui sont équipés, donc ce qui élargit un peu plus le champ possible des prises en charge. Mhm. Mais malgré tout, par rapport à notre activité, on va dire quotidienne, par exemple, en ce moment, dynophagie, cystite, là, on est jeudi. Moi, je pense que dans la semaine, voilà, effectivement, j'ai eu 2 plaies, j'ai eu une brûlure, j'ai eu les maux de gorge, on n'en parle pas. Je veux dire, quelque part, la différence avec une activité, on va dire classique, c'est qu'en fait, il faut tout protocoliser informatiquement. Oui. En fait, ça va être ça la différence. Bah, Et, c'est et bien sûr, ouais. la rémunération qui va au bout. Voilà. Donc, le fait que ce soit protocolisé, finalement, ça permet de sécuriser et de tracer et d'homogénéiser les pratiques, finalement, qu'on fait tous au quotidien. Voilà, c'est ça, on le fait déjà au quotidien. Voilà, qu'on fait déjà au quotidien, mais l'avantage de cette saisie, c'est que ça permet à la fois de protocoliser ce qu'on fait et de montrer finalement ce qu'on fait et la façon dont on le fait, avec à la clé effectivement une indemnisation dans le cadre du protocole OSIS. Et l'objectif de ces articles 51 aussi, c'est de montrer que si on fait les choses bien, ça peut être étendu à l'ensemble des confrères dans un deuxième temps. Alors là, on bascule plus sur le volet conventionnel et puis négociation syndicale, mais l'objectif à la fin, c'est de se dire, on a des chiffres à présenter qui montrent que ce type de prise en charge protocolisée pour les 6 situations de triage permettent de diminuer le temps ou de mieux prendre en charge ou de mieux insérer le patient dans le pharmacien dans la prise en charge du patient. Okay. Alors, il y a une question du docteur Strounsky. Faut-il une formation par situation de triage? Alors, c'est une formation globale d'une journée complète qui passe en revue les 6 situations de triage identifiées. Alors, je peux peut-être laisser la parole à Bertrand qui est formateur et qui peut peut-être repréciser comment se passe la formation et ce qui est inclus dans cette formation. Oui, bonjour. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est le travail en coordination, en coopération. Donc, quand on est venu me chercher, j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, les questions que vous vous posez, ce sont des questions qu'on se pose. C'est sûr que les 3 situations de triage par mois, ça me semble bien faible par rapport à ce que vous faites déjà. Et comme a dit Françoise, ça a au moins l'avantage de tracer et surtout de prouver, parce qu'en ambulatoire, malheureusement, on a peu d'études et peu de retours de ce qu'on est capable de faire sur le terrain. Après, les formations, elles se passent à partir d'un document et on passe les 6 situations de triage en revue avec des photos, des explications, une interaction avec les pharmaciens. C'est assez, en fait, on reprend à la base les symptômes des patients et surtout l'aspect clinique, en insistant aussi sur la normalité, parce que regarder une gorge, c'est bien, mais il faut savoir ce qui est normal pour pouvoir dire qu'elle est pathologique. Et donc, on passe en revue, par exemple, toutes les aspects normaux et pathologiques de ces situations. Voilà, non, mais j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Est-ce qu'il y a... Oui, Sandrine? Oui, alors moi j'avais une autre question. Donc nous, sur la CPTS, chez Noibéry, on a 3 pharmacies qui ont été retenues. Il y en a 2 où il y a quand même pas de médecins dans la commune même. Les médecins sont dans les communes aux alentours. Alors si j'ai bien compris, c'est au niveau de la CPTS qu'on fait le choix. Ces pharmacies vont s'orienter vers quel médecin? Le médecin des communes d'à côté ou la SNP? Parce que le risque, c'est que les médecins des communes d'à côté
si ça prend de l'ampleur, risque d'être à un moment un petit peu dépassé par les événements. Donc, comment ce choix de médecin peut être fait? Est-ce que c'est en CPTS? Est-ce que c'est au niveau de la CPTS ou est-ce que c'est le professionnel, le pharmacien lui-même qui décide de dire, moi, je veux travailler avec tel ou tel médecin? Je pense notamment à Argent, Frédéric. Bah, le pharmacien, il décide de rien, en fait, le pharmacien. Alors, ça fait partie des questions, effectivement, qui étaient dans notre liste. L'idée, c'est que la présentation du projet se fasse. Si le pharmacien expérimentateur a dans son entourage des médecins qui connaît, eh bien, l'idée, c'est d'aller en échanger directement avec le médecin. Le relais que peut jouer une CPTS sur justement ces pharmaciens expérimentateurs, c'est d'être accompagnateur et facilitateur du circuit de prise en charge suite au triage. Effectivement, alors la CPTS n'a pas à orienter ou à dire ou à décider, je dirais, de quel médecin est expérimentateur. Mais si le pharmacien expérimentateur se trouve en difficulté, c'est, je pense, là où la CPTS a tout son intérêt pour pouvoir soit présenter le dispositif aux médecins du territoire et accompagner les pharmaciens expérimentateurs, soit effectivement servir de relais auprès des médecins pour faciliter le travail du pharmacien. Et c'est là où c'est effectivement à construire en fonction de l'organisation que vous avez au niveau de vos CPTS. Et c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant d'avoir ce webinaire-là ce soir, de façon à pouvoir vous présenter le dispositif et puis que vous vous organisiez au niveau du territoire selon les spécificités, je dirais, du territoire pour pouvoir porter l'expérimentation. Ok, merci. Je peux rajouter éventuellement quelque chose, Françoise? Oui, bien sûr. Par retour d'expérience des trois journées de formation, c'est vrai que c'est la question essentielle qui revient chez chaque pharmacien, c'est comment faire pour avoir ces numéros RPPS et comment faire pour avoir les contacts avec deux médecins. Toutes les pharmacies ont de toute façon le listing de leurs contacts médecins. Et je pense qu'il faut déjà par affinité, il y a des relations qui peuvent s'établir plus facilement entre pharmaciens et certains médecins. Et peut-être aller taper à la porte du médecin en l'informant de cette expérimentation. Et vraiment redire que c'est une expérimentation, qu'elle est là pour 2 ans et que de toute façon, ça passera un jour dans le droit commun. Donc, on a l'avantage et on a la chance de pouvoir bénéficier de cette expérimentation et de voir comment ça fonctionne. Et je ne pense pas qu'il y ait de véritable concurrence entre les pharmaciens qui expérimentent et les autres si on explique bien au départ à quoi sert cette expérimentation. Docteur Swansky? Oui, bonsoir à tous. Oui, donc vous énonciez qu'il y avait une journée de formation complète, ce qui est quand même déjà assez conséquent, certes. Et là, sur les 3 journées de formation que vous venez de réaliser, donc vous avez eu sur les 40 pharmaciens, vous en avez eu combien qui ont déjà fait la journée complète? Au 23 janvier, il y avait 33 officines qui avaient été formées. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les pharmaciens titulaires, mais sur les premières formations, ce qui est important, c'était d'avoir un pharmacien en présentiel. Donc, ce n'était pas forcément le pharmacien titulaire. Le titulaire avait pu envoyer un ou plusieurs adresses. Puisque seuls les pharmaciens formés seront habilités à effectuer les triages.
Donc là, on va arriver, alors il y avait 14, 28, 40, 50. Donc je pense que sur la dernière journée de la semaine prochaine, il y a une dizaine de confrères qui sont de nouveau inscrits. On arrivera à 36 pharmacies et en termes de pharmaciens formés, on doit être à peu près à une cinquantaine avec les adjoints. Non, bon, bah, c'est vrai que ce qui va être plus compliqué, je pense, au sein des CPTS, c'est de présenter, puisque tous les médecins, même si certains sont adhérents à la CPTS, ont une vision de la euh, donc des travaux polypro un peu aléatoire. Donc, c'est plus présenté aux médecins du coin, je pense. Ça va être plus compliqué, je pense. Donc, c'est vrai que si on peut avoir une trame vraiment bien précise pour leur présenter la chose et simplement, c'est vrai que ça serait très, très bien. Alors, ce qu'on avait prévu de faire, alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais là, on a balayé. Alors, on n'est qu'à la première question, mais on en avait un certain nombre d'autres derrière, mais qui finalement sont traités au fil de la conversation. L'idée, c'était de vous fournir un peu une foire aux questions et justement avoir des réponses au questionnement d'un certain nombre de professionnels de santé des CPTS pour que vous puissiez leur communiquer un niveau d'information qui soit le plus homogène possible. Nous, en parallèle, au niveau des confrères officinaux, alors par l'intermédiaire de nos syndicats, on est en train effectivement aussi de leur partager des informations qui sont dans le sens du webinaire de ce soir, d'autant plus que depuis janvier, on a été pas mal sollicité par certains journalistes et avec des articles qui portent à confusion et à incompréhension et donc ça nous paraissait important effectivement que assez rapidement on réinforme l'ensemble des pharmaciens et puis et l'ensemble des professionnels de santé pour que on lève aussi certains freins et puis certaines idées préconçues sur le dispositif OSIS et qu'on puisse tous partir sur de bonnes bases avec une fois que toutes les formations seront terminées, que tout le monde aura eu le même niveau, que les professionnels de santé du territoire que vous représentez auront été informés de la situation, les confrères expérimentateurs puissent, je dirais, plus tranquillement et plus sereinement lancer l'expérimentation. Parce que c'est vrai que moi, j'ai été interpellée par une journaliste qui trouvait que, en gros, pourquoi on n'avait pas commencé tout de suite, etc., etc. Je pense que l'idée, c'est pas parce que l'expérimentation sur le papier démarre au 1er janvier que au 2 janvier, tout le monde avait commencé à se mettre à trier l'argamanu, je dirais. Le souhait, nous, qu'on a fait au niveau de l'URPS pharmacien, alors pour notre région, tout du moins, c'était de le construire avec les médecins et de le construire en interpro et que l'ensemble des pharmaciens expérimentateurs soient calés et toutes les informations, qu'on puisse en discuter entre professionnels de santé et avec les CPTS, qu'on puisse vous présenter le dispositif avant de lancer, je dirais, plus officiellement l'expérimentation, mais que le maximum de professionnels de santé du territoire aient un niveau d'information qui leur permette de lever certaines interrogations et certains freins qui pourraient venir à la fois des patients, parce que suite à des parutions d'articles dans le journal, les patients peuvent débarquer à la pharmacie en disant ça y est, vous allez trier. Enfin, vis-à-vis aussi des médecins qui peuvent avoir des sollicitations sur le dispositif. Donc, c'était vraiment, c'est l'objectif du webinaire de ce soir. Et chaque CPTS, en fin de compte, vous allez nous communiquer pour savoir si, donc, sur les 7 officines qui ne sont pas encore formées, si elles font partie de tel ou tel CPTS pour qu'on puisse revoir avec
avec ses adhérents de la CPTS quand il prévoit de faire donc la formation et quand il commence en fin de compte le triage. Oui, après, ça peut faire partie effectivement des choses qu'on peut vous partager. De toute façon, la carte des pharmacies qui était retenue est dans le cahier des charges et vous pouvez la trouver sur Internet, cette carte-là, avec le nom des officines. La petite subtilité, c'est qu'effectivement, c'est pas parce que vous êtes inscrit dans le cahier des charges que vous êtes forcément expérimentateur OSIS. Si entre le moment où vous avez dit oui et la réalité de votre quotidien, vous n'avez pas réussi à vous former, vous ne pouvez pas rentrer dans le dispositif OSIS. Le prérequis, c'est vraiment d'être à la fois dans le cahier des charges et d'avoir réalisé la formation en présentiel pour au moins un pharmacien de l'officine. Donc c'est pour ça, ce qui serait bien, c'est que les CPTS, on sache ceux qui ont rempli les 2 cases, la formation et ça, je les pense que ouais, c'est tout à fait partageable, oui. D'accord. Laurence? Oui, je voulais savoir si le support de communication pour organiser la réunion avec les pharmaciens et les médecins, alors je ne sais pas si c'est mieux de faire les pharmaciens seuls dans un premier temps ou de faire directement ensemble réunion pharmaciens et médecins. En tout cas, si le support PowerPoint est déjà prêt un peu en mode ce qu'avait fait le gouvernement pour le protocole cystite, un kit de communication déjà prêt pour ça. Ça, c'était ma première question. Alors, kit de communication, il y a déjà des choses qui vont être envoyées, qui ont été prévues pour les pharmaciens expérimentateurs OSIS avec différents flyers, un à destination des patients, un à destination des médecins, et puis après, il y a une affiche. Donc l'idée, c'est déjà peut-être effectivement qu'on vous envoie quelques flyers de façon à ce que vous ayez une vision un peu claire et que ça reprenne Ouais, ce ouais, moi qu'on vous a je voyais présenté. Bah, à ce moment-là, pareil. on peut vous faire passer la communication qui a été prévue, adaptée à notre région, mais qui avait été construite initialement par PHSU. Ouais, mais là, moi, je ne le vois pas faire sans une réunion des acteurs, déjà pour prendre des décisions importantes, effectivement, qui concernent tout le monde, comme celle qu'a posée Faustine tout à l'heure, sur les protocoles. Donc, c'est vrai que ce serait facilitant s'il y avait un support de communication à utiliser dans une soirée présentielle, distancielle, format mixte, comme on utilise beaucoup, pour que tout le monde reçoive bien l'information et puisse poser ses questions, exprime ses craintes, etc. Ça serait bien, quoi. Et parce que la présentation là de ce soir, ça te paraît pas Et suffisant? il faut qu'à mon avis, chacun décline ça sur son territoire. Là, moi, j'ai aucun de mes médecins, aucun de mes pharmaciens, là, ce soir, hein. Donc là, c'est pas possible de lancer un truc comme ça sans informer les gens. En fait, je pense que un message régional, l'immense majorité des gens, voilà, ça va mieux passer si on fait par nos CPTS, par nos canaux habituels, en expliquant un petit peu l'enjeu. En plus, je pense qu'il y a eu un problème, il est passé dans les spams, ce message. Enfin bon, bref, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il faut que les gens soient informés, quoi. Et après, l'autre truc que je vois, c'est que dans le protocole, chaque officine qui crée un lien privilégié avec 2 médecins, ça fait très très peur aux médecins, ça. Hein, même si dans les faits, finalement, c'est ce qui s'est fait, il n'y a que 2, 3 médecins, il y a 2, 3 pelés qui répondent à l'appel pour les protocoles. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que l'assise, le bassin par pharmacie dans des territoires très
très en baisse d'accès aux soins comme les nôtres, il faut que le bassin il soit plus large par pharmacie, et donc de médecins auxquels les pharmaciens peuvent réorienter si besoin, même si finalement, par expérience, les réorientations sont assez rares. J'en ai eu une il n'y a pas longtemps, là, pour protocole cystite, mais c'est vrai que voilà, ça rassure les médecins de savoir qu'il y a plus, qu'ils ne sont pas tout seuls ou deux pelés à pouvoir être sollicités en cas de problème, en fait. Alors, si je peux me permettre, sur les protocoles, la réorientation, ce n'est pas sur deux médecins privilégiés, c'est d'abord le médecin traitant du patient. Donc, les deux médecins viennent en fait en surplus ou en aide si jamais le médecin traitant, ce que disait François tout à l'heure, c'est-à-dire que si le médecin traitant n'est pas disponible, on va privilégier deux médecins avec lesquels on a des liens par rapport à la pharmacie. Et dans un troisième temps, la téléconsultation, si jamais on a vraiment personne vers qui réorienter le patient, mais dans tous les cas, c'est le médecin traitant qui est privilégié. Oui, bah effectivement, et vous voyez enfin, là, il y en a très peu, hein, des médecins traitants, donc c'est pour ça qu'il va falloir que on relaie, nous, avec nos canaux habituels, chacun à chaque territoire le truc. Alors, Oui. du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas il y ait pas les médecins traitants ici. En fait, la com, elle a été ciblée sur les CPTS et puis les pharmacies qui ont été sélectionnées justement pour vous offrir un espace d'échange pour voir comment vous communiquez derrière sur le dispositif et comment, voilà, on fait en sorte que ça se passe le mieux possible au regard des questions qu'il y a et puis des craintes aussi. Je rejoins Laurence, je pense que c'est important que les CPTS puissent se recommuniquer à leur échelle ou en inter-CPTS, voir comment vous êtes structuré sur OSIS, en réunissant pharmaciens, effectivement l'ensemble des pharmaciens, si ça peut créer, enfin voilà, ça peut permettre de désamorcer un certain nombre de sujets. Et puis de discuter à ce moment-là sur des aspects très organisationnels. C'est vrai qu'il y a des choses sur la réorientation derrière qui sont dépendantes de vos territoires, en fonction de si vous avez un SAS ou pas, de comment sont organisés les soins non programmés, s'il y a des solutions de téléconsultation aussi organisées au niveau territorial. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous discutiez au niveau de votre territoire pour voir ce qui est le plus pertinent. Il faut vraiment que, enfin, si bien sûr votre CPTS souhaite s'investir sur le sujet, de voir comment OSIS s'articule avec les actions que vous avez déjà en place. Alors, on parle beaucoup des soins non programmés, mais il y a aussi la question d'accès à un médecin traitant, parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de patients sans médecin traitant qui potentiellement pourraient rentrer dans le dispositif, donc de voir aussi comment ça se passe pour ces patients-là. Donc oui, je pense que c'est important que vous puissiez en discuter localement, et puis après avoir, nous, avec tous les supports qu'on peut vous mettre à disposition, et puis aussi vous relayez peut-être ce que font les uns et les autres autour d'OSIS pour que ça puisse vous donner aussi éventuellement des idées. Alors, docteur Swansky, je vous ai coupé. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu. Bon, de toute façon, on va en discuter demain au niveau d'une visio référent monopro pour voir comment la présenter aux différentes personnes. Surtout que nous, on a une pharmacie en fin de compte qui est relativement éloignée, où il n'y a pas des médecins tous les jours sur leur territoire. Donc, ils sont mis justement en ESP pour permettre de mettre en place de la téléconsultation assistée, mais qui est vraiment extrêmement protocolisée. Donc, rajouter ceci, je ne sais pas si ça va être assez compliqué, je pense. Mais on va voir. Et après, comme les pharmaciens qui ont pu s'exprimer, c'est vrai que les 2-3 triages mensuels, ça a l'air d'être vraiment infime. Donc là-dessus, est-ce qu'ils vont pas plutôt s'orienter vers les protocoles quand même CPTS qui peuvent être quand même avoir une rémunération beaucoup plus conséquente? Quand ils existent, ces protocoles, parce que toutes les CPTS ne l'ont pas forcément mis en place.
Et puis ben là, on est sur les 2 protocoles pour cystite et 3 d'angine, mais les autres protocoles, il n'y a pas d'indemnisation à ce jour pour ce qui est prise en charge d'un plaie et conjonctivite et les 4 autres situations de triage qui restent. Il y avait Faustine qui avait levé la main également. Oui, 2 dernières questions, remarques, et peut-être même c'est juste des témoignages, mais nous, dans le cadre des protocoles cystites, on n'a pas eu d'événements indésirables ni d'événements indésirables graves, mais comment du coup c'est géré pour OSIS? Et on avait eu un retour, par contre, une patiente qui était retournée en pharmacie. En fait, elle était venue initialement pour une prise en charge pour une cystite. Ça s'est transformé en pyélonéphrite. Son médecin traitant n'a pas voulu la prendre parce que c'était un médecin qui était réfractaire pour les protocoles et qui a dit vous retournez voir votre pharmacie, vous vous débrouillez avec elle. Donc, Ça veut dire que le pharmacien n'a pas respecté le protocole cystite. bah, Ah bah, initialement, il n'y le avait pas de protocole critère cystite, d'exclusion pour c'était la qu'avec les patiente. médecins volontaires. Alors non, plus maintenant. Et j'avais même Ah, Jocelyne Rongel qui m'avait appelé pour me dire que les médecins n'avaient plus à donner leur accord ou leur désaccord. bah, je pensais que c'était ça la différence entre le protocole cystite et OSIS, justement. Bah, depuis le 1er janvier, il n'y a plus normalement de protocole de délégation avec un médecin. C'est ça. Enfin, donc avant, il y avait quand même cette nécessité, cet accord. Nous, Et Oui, mais la c'est pharmacie a fait le travail puisqu'elle l'a envoyé chez le médecin la première fois. non. non. Elle a délivré un sachet de Monuril avec un médecin avec lequel elle n'était pas en J'avais... protocole. D'accord, je n'avais pas entendu la délivrance du sachet de... Alors, pour le Et, coup, et l'histoire n'a pas eu lieu après le 1er janvier. alors non, mais pour le coup, le médecin qui a refusé de prendre la patiente ensuite avait donné son accord pour le protocole. C'est Ah, bah juste alors ça, par contre, c'est pas logique. Oui, il est Là, il n'a réfractaire. pas compris, Il est, il a pas joué le jeu, oui, oui. voilà. Enfin, il y a voilà. eu, Ça, en effet, il j'avais est, vu. il est contre les protocoles, mais moi, il m'avait donné son accord. Enfin, voilà, j'avais fait plusieurs mails comme quoi il fallait me retourner le désaccord, etc. Il l'a fait pour l'angine et pas pour la cystite. Donc, voilà, il n'était pas sur le papier contre, mais par contre, quand la patiente est arrivée chez lui, il lui a dit, bah Non, voilà. mais c'est pour ça qu'avec des grincheux comme ça, et puis avec des histoires où il y a un potentiel effectivement de dégénérer, enfin, tout a un potentiel de se dégrader, hein, de toute façon, toute situation de soin. Donc, effectivement, il faut que les choses soient carrées, comme vous l'avez dit au départ, bien carrées. Et puis après, quand on rentre dans un engagement, il faut une trace écrite, ça c'est certain. Après, euh, et puis après, chacun prend ses responsabilités. Si les gens ne respectent pas leur engagement, c'est presque plus lui qui est en faute qu'autre chose, hein. Donc, C'est l'intérêt justement des arbres de triage où tout est tracé et où finalement les questions sont standardisées et où quand on arrive, alors on ne vous l'a pas montré, mais donc au niveau de l'application, vous rentrez les coordonnées du patient, il répond, vous avez un arbre décisionnel avec des questions types, un ordre à suivre, vous rentrez vos questions. Et en fin de questionnage de triage, ça vous donne l'orientation. Et donc, le pharmacien, à ce moment-là, le pharmacien fait part de l'orientation préconisée par l'arbre de triage au patient, qui reste par contre seul décisionnaire de ce qu'il va faire derrière de ce que a pu dire le pharmacien. Sachant que si c'est une orientation médecin ou si c'est une orientation urgente, mais que le patient décide de ne pas suivre les recommandations du pharmacien, le pharmacien n'est pas responsable et justement le compte-rendu qui est requis trace la préconisation du pharmacien. Donc, si après le patient derrière ne suit pas la préconisation du pharmacien, on a une traçabilité et tout est effectivement, c'est l'intérêt aussi du dispositif d'avoir quelque chose où c'est tracé et où les réponses et l'orientation a été faite de manière sécurisée. Je me Et permets juste une toute petite précision sur la question de la délégation et les changements au 1er janvier. En fait, il n'y a pas de changement pour le moment, il n'y a pas eu de décret de parution. Enfin, tu me coupes, François,
si je me trompe, mais il n'y a pas de décret d'application encore. Effectivement, ça a été voté dans le cadre du PLFSS 2024, mais c'est pas encore en vigueur. Non, Donc, il faut voilà. attendre. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord. C'est voté au PLFSS, mais il y a, on est toujours dans cette zone de latence où de toute façon, je crois qu'il y a il y a un délai à respecter avant de pouvoir passer à la phase de décret. Et encore, il y a encore derrière plusieurs mois sur le décret d'application. La question, effectivement, se posait par rapport aux protocoles nationaux où c'est prévu de tomber dans le droit commun, mais entre ce qui est au PLFSS et la réalité terrain, il y a encore quelques mois devant nous pour c'est-à-dire que, et puis de toute façon, une fois que ce sera validé, si on reprend le même exemple que la prescription vaccinale par les infirmières ou par les pharmaciens, les critères sont que de toute façon, on ne peut basculer dans cette délivrance systématique qu'après avoir coché la case formation. Donc, il y a aussi un décret qui doit passer, qui doit être appliqué. Après, il y a des conditions de formation qui sont à négocier et à valider avant de pouvoir rentrer dans une pratique plus courante. Donc attention à ce que disaient Faustine et Laurence tout à l'heure. Il faut absolument rester dans le protocole de coopération quand on a commencé et surtout respecter la volonté du médecin traitant. S'il n'a pas signé ce protocole de coopération, ne surtout pas jouer et faire courir le risque d'un conflit médecin traitant qui est contre et pharmacien et patient. Donc il faut vraiment rester dans cette délégation et ce protocole de coopération qui a été signé par les médecins. Pour les deux situations de triage qui sont des protocoles nationaux. Oui. Il y a une question. Un médecin spécialiste peut-il se mobiliser sur OSIS, un gynéco pour les cystites par exemple, et le reste avec les soins non programmés? Alors, c'est-à-dire que si tu as je comprends par rapport au gynéco et la prise en charge cystite. En première intention, de toute façon, c'est nécessairement le médecin traitant. Oui, normalement, c'est en fonction de la situation de triage, l'orientation, premier choix, c'est médecin traitant. Moi, je pense que ce sera précisé si on avance un peu peut-être sur sur la question de prise en charge au niveau des voilà, quel suivi avec le médecin traitant, c'est la question qui était posée. Soit effectivement, en fonction de ce que ressort la situation de triage, soit on a une prise en charge à l'officine, donc classique, je dirais. Soit effectivement, on oriente vers le médecin. Alors, en priorité, le médecin traitant. Après, si le médecin traitant est pas dispo, eh bien, c'est là où ça s'articule avec les CPTS et les dispositifs qui sont mis en place, ça sous soins non programmés. Et en dernier recours, ou sinon, si c'est uniquement médecin, en dernier recours, ça va être téléconsultation. Et après, si c'est urgent, c'est l'option 3, c'est orientation vers les urgences. Sachant que le protocole, le patient reste décisionnaire de son choix. Après, l'intérêt de l'interpro et de la coordination, c'est que le pharmacien peut aussi être facilitateur dans la prise en charge du rendez-vous ou le lien avec le médecin. Bon, je pense que, alors ça dépend des situations, mais il y a quand même des endroits où les binômes médecin-pharmacien fonctionnent et où le pharmacien oriente assez facilement vers le médecin de son territoire, d'autant plus si c'est le médecin traitant du patient. À quoi ressemble l'information que le médecin traitant va recevoir? Alors, je n'ai pas de copie d'écran alors, ça se transmet de manière sécurisée. Et c'est un compte rendu type. Alors, c'est géré par une plateforme qui s'appelle la plateforme Observia,
qui vous permet de… Alors, vous cochez vos cases et puis ça vous génère un compte-rendu type. Si on pourra vous faire passer un modèle si vous le souhaitez, ou ça vous trace en fait, le nom le nom du patient, qui a pris la prise en charge, pour quel motif, enfin, l'orientation qui a été décidée. Et s'il y a un commentaire, il y a un onglet qui est précisé pour le commentaire du pharmacien en fonction de sa situation triale. Et ça fait partie des choses aussi. C'est vrai que comme ce soir, on était plutôt sur une présentation générale, on n'a pas voulu rentrer trop dans le détail, mais on peut vous faire une copie d'écran d'une prise en charge type remise au patient et transmise au médecin traitant. Et donc ça, on le reçoit par MS Santé, quoi, par messagerie sécurisée. Oui, enfin, c'est prévu pour être transmis de manière sécurisée. Oui. D'accord, parce que si ça va sur le DMP, mais qu'on n'est pas au courant que ça a été mis sur le DMP, ça c'est plus compliqué. C'est une messagerie sécurisée. Ok. Et donc l'outil informatique, il y a une possibilité de voir à quoi il ressemble là, ce soir. Alors, j'avais pas prévu ce soir, mais alors je crois qu'on avait peut-être mis quelques petites diapos avec des petites copies d'écran sur la façon dont ça se chargeait, mais je suis pas allée jusqu'en détail à vous faire tout le détail de la prise en charge. Je crois qu'on avait vaguement une petite copie d'écran, mais Tu te souviens à quel endroit c'était? je me demande si c'était pas sur la présentation générale. Alors, on le voit tout petit. Oui, très petit. Très petit et pas forcément lisible. Je suis désolée. Mais après, oui, si vous le souhaitez, on vous fera passer une copie d'écran. Et puis, on peut refaire, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, on peut vous montrer plus en détail la façon dont ça fonctionne. Bah, c'est surtout avoir le plus d'informations possible pour présenter aux autres pharmaciens et puis aux médecins pour pas se faire lyncher. Parce que c'est de dire, comme Laurence le demandait, c'est vrai que s'il y aurait un kit de communication tout cadré pour que tout le monde puisse énoncer la même chose, c'est vrai que ça serait bien. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Après, si ça peut peut-être donner des idées, nous, dans les deux CPTS, du coup, on a les deux pharmacies qui ont été voir les médecins, enfin, qui vont voir les médecins personnellement pour leur expliquer. Oui, mais nous, géographiquement, elles sont loin. Enfin, il y en a quand même une qui est presque à l'extrémité du territoire et elle ne pourra pas aller voir les… Enfin, ça me semble compliqué. Enfin, Oui. Bah, presque, voilà, convenir d'un coup de téléphone, mais parfois, ça passe, enfin, plutôt qu'une communication, ou peut-être on va le faire dans nos newsletters et les médecins prennent pas le temps de lire les newsletters des CPTS ou un énième mailing. Je sais qu'en tout cas, les pharmacies qui sont OSIS sur mes CPTS avaient décidé de, voilà, faire le tour. plutôt privilégier du Mhm. contact individuel. D'accord. Je vous propose peut-être qu'on balaye rapidement les questions qu'on avait identifiées. On a déjà, je pense, répondu à pas mal de manière informelle, mais une question qui revenait souvent, c'était à quoi servait le RPPS dans OSIS. Donc le RPPS, en fait, il sert alors au niveau de la plateforme nationale de protocole. OSIS et la saisie du protocole, enfin du projet OSIS se fait sur cette plateforme-là, et sur cette plateforme-là, il demande le RPPS. Donc en fait, le RPPS ne sert à saisir le protocole sur la plateforme nationale, sachant que ça ne vaut que pour les protocoles cystite et 3 d'angine.
le suivi avec le médecin traitant, là, c'est ce qu'on vous a déjà expliqué rapidement. S'il y a une consultation médicale qui s'avère nécessaire, eh bien, on oriente on oriente vers le médecin. Donc, le patient va indiquer le choix du médecin en privilégiant bien évidemment le médecin traitant, avec la décision qui est tracée dans la fiche de suivi. Et donc, c'est ce qu'on vous disait également, l'acte de consultation, de téléconsultation ne rentre en ligne de compte que quand on n'a pas trouvé d'autres solutions. Et l'orientation vers les services d'urgence, si c'est effectivement nécessaire, le pharmacien peut être facilitateur et appeler directement les urgences avec bien évidemment l'aval du patient. Voilà, l'outil informatique. Vous avez un système alors on n'est pas rentré dans le détail, on a un système de connexion, donc le pharmacien se connecte classiquement. Et puis, donc il faut qu'il valide les conditions générales et puis ensuite, il remplit sa fiche de triage et ça vous génère un compte-rendu sous format Word qui peut être imprimé, remis au médecin, au patient et transmis avec l'aval du patient vers le médecin traitant. Mais effectivement, on n'a pas mis la copie d'écran d'un compte-rendu type. Donc, est-ce qu'un patient, oui. Et si le médecin refuse de participer à l'expérimentation, il n'y a pas forcément d'impact pour sa patientèle. Alors, Bertrand, je ne sais pas si tu veux compléter sur la partie refus de participer, quel est peut-être l'impact pour la patientèle du... Joker. Non, mais je sais pas. Je pense pas que ça dépend si on est dans une dynamique de coopération dans un territoire. Et comme disait Laurence tout à l'heure, ça dépend vraiment du territoire. Nous, on a la chance d'avoir une participation quasi à 100% naturellement des pharmaciens. Pour le protocole cystite, c'est plutôt 80-85% des médecins. Mais on va pas titiller le médecin qui refuse de participer. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que on compte sur le patient qui va faire des retours auprès du médecin traitant. On l'a vu pour les soins non programmés, on le voit encore pour le protocole cystite, c'est-à-dire que les médecins se mettent à adhérer dans un deuxième temps, parce que les patients poussent un petit peu leur médecin à faire cette coopération et à encourager leur médecin à participer. Et donc, je pense que l'expérimentation, ça sera la même chose, c'est-à-dire que c'est par tâche d'huile que ça peut fonctionner. C'est avant tout les craintes que l'on voit dans nos territoires des professionnels venant des médecins traitants. C'est une désinformation, une mauvaise information. C'est pas pour faire à la place d'eux, mais c'est pour faire avec plutôt. Donc, Après, là, il faut... on parle d'un... Pardon. Non, vas-y. On parle d'un patient qui serait de bonne foi parce que, voilà, je prends vraiment un exemple à l'extrême, mais par exemple, une patiente dans le cadre d'un protocole cystite qui se serait vue refuser la prise en charge parce qu'elle a dit que son médecin traitant c'était un tel, qui a voilà, une connaissance a aussi besoin, voilà, faut pas dire ça parce que sinon tu seras pas prise en charge. Enfin, il y a aussi la sincérité du patient qui est à... Voilà, enfin, c'est à nuancer. Enfin, je pense qu'il faut le prendre en considération. Le pharmacien pourra avoir des patients qui mentent aussi pour être pris en charge, enfin, pour que les patients soient pris en charge. C'est pour ça qu'il faut Après, s'arranger pour... pardon, excuse-moi Bertrand. Après, concrètement, ça malheureusement, c'est la responsabilité individuelle des patients. Ça arrive, je vais pas dire tous les jours, mais le patient a besoin d'une prise en charge. Il fait au mieux, peu importe malheureusement sa motivation première ou son accessibilité. Et c'est comme nous, à la fin, quand on le réoriente vers le médecin ou vers les urgences,
Là encore une fois, si le patient a envie d'y aller, bah, très bien et tant mieux pour lui. Et malheureusement, bah, des fois, il n'y va pas. Donc ça, c'est la responsabilité individuelle de chacun pour sa prise en charge. Nous, l'idée, c'est vraiment une orientation dans le système de soins. Donc, c'est donner toutes les clés aux patients pour la prise en charge, que ce soit pharmaceutique ou médicale. Après, la suite, malheureusement, lui seul gère sa santé, sa pathologie, et c'est le même cas, malheureusement, pour les patients qui vont de médecin en médecin pour avoir des diagnostics différents ou des doublons d'ordonnance. En fait, ce qui ressortait aussi sur la première la première partie de l'expérimentation bretonne, c'est que finalement, les patients qui n'avaient pas suivi les recommandations du triage OSIS, c'était eux qui se compliquaient. Ça, je pense qu'on y a déjà répondu. On peut passer assez vite. Et puis, stratégie de communication et d'accompagnement. Bon, il y a une grosse partie où on a déjà eu une discussion. La question qui a été aussi remontée, c'est donc quel lien entre pharmaciens, médecins et puis les autres professionnels de santé des territoires. Alors, a priori, c'était plutôt par rapport c'était des questionnements plutôt par rapport à tout ce qui était pris en charge sur les plaies et les brûlures. Donc, en fait, la prise en charge pour les plaies et les brûlures, enfin, comme les autres pathologies, mais si alors, le pharmacien, il va faire son triage. S'il peut prendre en charge, il prend en charge et puis il va délivrer son conseil habituellement. Si par contre ça résulte d'un besoin de consulter un médecin, à ce moment-là, il réoriente vers le médecin et le médecin, il prend en charge comme il a l'habitude de prendre en charge. Donc, c'est-à-dire que s'il y a besoin de pansements spécifiques, il va faire sa prescription de pansements spécifiques. S'il y a besoin de soins spécifiques liés au type de blessure qui a été identifié, il continue, il fait sa prescription comme il a l'habitude de faire pour l'infirmière, et le patient est pris en charge dans le circuit classique et habituel. Tout ce qui est relais, expérimentation, c'est ce qu'on vient d'évoquer quand même assez longuement. Canaux de communication, contact direct ou réunion d'information, c'était effectivement votre demande. Donc, je pense que c'est vraiment du cas par cas et en fonction des organisations territoriales, comme le disait Mylène tout à l'heure. L'intérêt, effectivement, c'est que nous, on réfléchisse à vous prévoir peut-être un kit je dirais, régional, mais que derrière, vous l'adaptiez en fonction de votre sensibilité et puis de votre organisation territoriale au sein de la CPTS, puisque d'une CPTS à une autre et d'une typologie de CPTS à une autre, vous pouvez avoir des organisations qui peuvent être différentes, et puis en fonction aussi de vos souhaits. Et puis, nous, au niveau de toute façon, URPS pharmacien, on est à dispo, et les médecins sont aussi là en relais si ce sont des questions qui ont lieu, enfin, qui sont en lien plus avec des questions propres à la profession médicale. Et puis, là, je pense que sauf si vous voulez un complément d'information. L'articulation avec les SNP et le SAS du territoire, c'est ce qu'on vient de dire déjà depuis un petit moment, donc je pense que on peut passer rapidement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Il y a peut-être d'autres questions qu'on n'a pas évoquées, mais je vois plus d'autres mains levées, donc est-ce que vous avez encore des interrogations? Non, on n'a plus qu'à vous remercier de votre présence et de votre participation, et puis à bientôt pour le lancement OSIS, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous manque des informations pour communiquer sur le dispositif au sein de vos territoires.